Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Delannoy. Salut Simon. Salut. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? En cette fin de journée, fatigué quand même un peu. Oui, les auditeurs ne voient pas mes yeux, mais je pense que il y a marqué fatigue juste au-dessus. Merci de prendre le temps, en tout cas. C'est très appréciable. Je t'en prie. Et du coup, comme tu le sais, dans ce podcast, on parle de changement. Et donc, pour démarrer tranquillement cet épisode, qu'est-ce que toi, le changement, ça t'inspire ? Moi, ça m'inspire le principe même de l'univers. Je vais partir très Vas-y, loin. On part comme ça dès le départ, vas-y. Mais en fait, il y a à peu près 2500 ans, il y a un type qui s'appelait Héraclite, qui on doit justement cette phrase qu'on lui a attribuée, qui on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ce qui sous-entend par là, c'est... Alors quand il le disait justement avec un profond désespoir. On était souvent assimilé à un philosophe qui pleure tout le temps de tristesse. Et quand il disait ça, il disait le principe même du fait que si je me baigne... Donc là où nous sommes à Bordeaux, donc si je me souviens bien, c'est la Garonne qui passe, j'espère. Sinon, on va se prendre une huée de Bordelais. Si je vais sur les quais de la Garonne et que je m'y baigne, et que je ressors et que je m'y rebaigne, c'est la même Garonne, certes, mais tout s'est écoulé d'un coup. Le fleuve s'est écoulé, et même moi qui retourne dans ce fleuve, je ne serai plus le même, parce que en tant que existant dans l'univers, nous sommes soumis, toi, moi, les micros, qui sont ici le bâtiment dans lequel nous sommes, à l'entropie, qui fait qu'un jour, nous ne serons plus. C'est une belle introduction, en tout cas. Si vous êtes encore là, et que vous êtes après votre 3e Xanax, merci de votre confiance. Mais oui, c'est vraiment cet oxymore qui est que la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change, du coup. Donc c'est ça que ça t'inspire. Oui. En cette fin de soirée avec les yeux fatigués, c'est ça ? C'est ça. Bah, fin de soirée. C'est vrai qu'il est pas si tard que ça. Il est 17h30. Donc, merci. Merci pour ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut enchaîner sur ta présentation ? Qui es-tu ? Oui, alors je suis quelqu'un d'assez joyeux normalement. Non, j'ai plusieurs casquettes. Je suis coach et chef du produit chez Coleman Publishing et fondateur de l'école de la voix, qui est une école en ligne dédiée à la reconversion pro, où on aide les salariés à trouver une idée et en faire leur métier. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes qui sont bloquées dans leur travail, en gros, c'est pas l'envie qui leur manque de changer, c'est la question de, ok, je veux bien changer, mais pour faire quoi ? Qu'est-ce que je vais faire à la place de ce que je fais ? Et donc, tout l'enjeu est de les aider, du coup, à trouver, en fait, ce qui est une idée, quelle qu'elle soit, et d'en faire leur futur métier en la monétisant. Super. Voilà. Voilà. En quelques mots. Et moi, ce qui m'avait fasciné quand on s'est rencontrés, c'est que tu disais, en fait, moi, j'étais prof de philo au départ. Oui. Ce qui, en vrai, quand tu le dis, quand on t'a côtoyé un peu, on se dit, c'est pas déconnant. L'introduction peut en témoigner. C'est ça. Quand on voit dans quelle direction, des fois, il peut nous emmener et cette capacité à avoir cette poésie dans la manière dont tu amènes les choses. Mais du coup, c'est ça, moi, qui m'intéressait dans ton parcours. Qu'est-ce qui fait que quand on parle de la philosophie, on en arrive aujourd'hui à non seulement travailler sur de la reconversion, mais également être dans un écosystème comme le publishing qui n'est pas rien quand même. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, la philosophie, ça a été quelque chose qui t'a nourri quand tu étais petit ? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce chemin-là ? C'est une très très bonne question. Parce que c'est vrai que quand je dis que mes livres de chevet, ça peut à la fois être Nietzsche et Seth Godin et Gary Albert, le copywriter le plus connu au monde, je pense. Ça fait très éclectique. Mais quand j'étais gamin, je sais que quand j'avais 6 ans, on était allé dans Touraine, en tout cas dans la vallée de la Loire. Je crois que c'est la Touraine, du coup, à Ambroise, là où il y a le Clos du Cé. Et là, qui était la maison de fin de vie, en gros, de Léonard de Vinci, que François Ier, je crois, lui a attribué. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai vu toutes ces inventions, j'ai vu tous les tableaux
tout plein de trucs liés à surtout cette figure. Léonard de Vinci, on a souvent l'image du vieux sage avec sa barbe, sur cet autoportrait. Et j'ai fait, waouh, je veux être lui. Tu veux être lui? Oui, ouais, j'avais. Ok. Non, j'ai eu plusieurs moments comme ça. C'était même pas voilà ce que je veux faire, c'est voilà qui je veux être, du coup. C'est quoi qui t'avait inspiré, véritablement? Quand t'es enfant, tu passes un peu du coq à l'âne. Ouais. Alors, je parlais un peu comme un vieux con, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de téléphone ou YouTube ou quoi que ce soit, ça n'existait pas. Tu es tellement vieux, d'ailleurs. Mais du coup, ouais, j'aimais bien l'idée de dire, tiens, je peux faire du dessin, je peux bricoler des machines, je peux déambuler dans la nature, dans mon jardin, et j'aimais bien ce côté un peu vieux sage, du coup. Alors, à 6 ans, c'est pas très, très commun. Ouais, effectivement. Mais ça m'avait marqué. Et pendant un moment, je voulais aussi faire comme Claude Monet. Parce que j'avais vu, là, c'est vraiment dans mes souvenirs d'enfance, il y avait peut-être que tu as connu un dessin animé qui s'appelait Souris des villes, Souris des champs. Ça me dit rien comme ça. En vrai, je sais pas. Parce que j'ai des images, par contre, quand tu me dis ça. Mais après, c'est peut-être pas le dessin animé. C'était 2 cousins. Il y avait un... Je sais plus leur prénom, mais c'était une souris et un souris, du coup. Je sais pas comment on dit. Un souris. Et en fait, à un moment, dans un épisode, ils devaient enquêter sur la disparition d'un tableau de Claude Monet, Le pont au nénuphar, je crois. Et j'ai retrouvé des dessins chez mes parents de maternelle où j'essayais de reproduire le pont au nénuphar. Et pareil, t'as Claude Monet, qui avait ce vieux monsieur avec cette grande barbe et tout, à côté de Père Noël. Et je sais pas, j'étais fasciné, du coup, par des vieux sages comme ça. Du coup. Mais tu dessinais alors? Oui, ouais. Je pouvais passer mes journées à dessiner, à construire des trucs, un peu un enfant introverti, du coup. Et du coup, en grandissant, quand j'étais ado, j'ai un peu délaissé plutôt ça et je voulais être Matthew Bellamy. Du coup, j'étais toujours je veux pas faire comme, je veux être lui. Parce que j'avais découvert le groupe Muse, donc c'est le guitariste, pianiste et leader du groupe Muse. Et je trouvais ça fou d'allier à la fois la musique classique, le rock. Il a une formation, du coup, de pianiste classique et même son chant, il est hyper bon, en fait, au niveau technique. Et j'adorais le fait de mélanger ça. Je disais, putain, mais c'est génial, tout le monde veut faire un groupe de punk et tout. Moi, je m'en fous, moi, je veux faire du rock classique et je veux être Matthew Bellamy. Et du coup, j'étudiais, je regardais ses interventions, comment il faisait, avec sa guitare, etc. Et du coup, c'est à cette même période où j'ai découvert la philo avec mon professeur, Joseph Bouchery, qui après était devenu mon collègue. C'est ça qui était, on s'était recroisés à la réunion harmonisation des notes du baccalauréat où j'ai fait mais vous êtes monsieur Bouchery. C'est marrant ça. Donc t'avais ton prof qui après était dans le même établissement que toi, c'est ça? Non, on était dans la même académie. Ah, c'est la même académie, ouais, ok. Mais il réunissait plusieurs professeurs de philo des différents lycées. Ah ok, d'accord. Et du coup je le retrouve là, je fais vous êtes José Bouchery. Et donc c'est assez marrant. Et là pareil, j'ai eu la chance du coup de l'avoir parce que c'était un super prof. En fait, on commençait par la philo antique et je découvrais plein de vieux avec une grande barbe, du coup. Il y a un thème, quand même, c'est ça? Je sais pas. S'il y a un psychanalyste qui nous écoute, mais il doit y avoir un truc. Oui, c'est parce que tu veux niquer ta mère. Ah, d'accord, ok. C'est très réducteur, dit comme ça. Tu veux tuer ton père. Ah bon. Mais du coup, ouais, on discutait du bonheur, du désir, de la liberté, de la politique, de l'art. Enfin, j'ai fait L, ça n'existe plus d'ailleurs, je crois, le bac L. Les autres élèves, ça les endormait. Et moi, je trouvais ça fascinant d'avoir 8 heures par semaine l'occasion de se poser plein de questions qu'on nous poserait jamais. C'est un luxe, quoi. Si je prends mes parents, ma mère était assistante maternelle, mon père était commercial et prof de yoga, du coup. Tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire. Hein. Ils n'avaient pas l'opportunité. C'était dire oui, mais est-ce que tu penses qu'on existe, etc. Non, nous on on regarde la fin de mois, ce qu'on va pouvoir s'acheter et te nourrir. Ouais. Bon, c'était pas les misérables chez Hugo, hein. Encore un vieux barbu. Maintenant que je le dis. Mais on était une famille modeste et les fins de mois étaient pas forcément les plus simples, quoi. Mm-hmm. Donc non, c'est un luxe qu'on nous donnait. L'opportunité de débattre, d'arriver à quelque chose, à une connaissance. Et c'est ça, justement, qui est intéressant avec la philosophie, c'est que le simple fait de faire quelque chose délibérément qui ne sert à rien, la philosophie ne sert à rien. C'est-à-dire, ce que disait Jean Kelevitch, c'est qu'on peut vivre sans philosophie, mais moins bien, mais ça n'apporte pas d'argent, même si par mon business, je peux montrer le contraire. Mm-hmm. Mais
Il n'y a pas une question de survie, on peut pas construire une maison grâce à de la philo, etc. Mais c'est justement ça qui nous distingue des autres êtres vivants. Peut-être que par la suite, l'éthologie nous montrera que les dauphins ont des conversations existentielles. C'est ce que je me disais dans la tête. Mais je voyais bien les chiens, les chats, les singes converser, tu vois. C'est possible. Je pense qu'ils ont une communication. Parce qu'il me semble que les dauphins font partie avec certains grands singes, des rares mammifères qu'on considère des individus non humains, du coup. Par leur niveau de conscience qu'ils ont, il me semble que les dauphins ont une conscience d'eux-mêmes, mais ils arrivent à avoir conscience qu'ils ont conscience. Peut-être que je me trompe, mais là où mon chat ou mon chien n'ont pas cette capacité cognitive-là. Du coup, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. On me disait, voilà, j'ai enfin l'opportunité de réfléchir au bonheur, au désir, qui sont des choses qui existent depuis que l'homo sapiens que nous sommes a la capacité de se demander ce qu'est le bonheur. Mais du coup, tu disais, dans ta classe, tu as des gens qui ont choisi L et qui sont en philosophie et qui aimaient pas la matière. Non. Et c'est ça qui est... je suis un vrai littéraire au sens où j'ai fait L parce que j'avais envie de faire L. Ouais. Là où la plupart des autres élèves qui étaient avec moi en cours, ils ont fait L parce qu'ils n'ont pas pu faire S. Ah, ok, donc par défaut plutôt. Ouais. Oui, ou alors ils ne voulaient pas faire une classe techno ou quoi que ce soit. Et c'est un petit peu le problème aussi, toujours, même quand j'étais prof, j'ai eu quasiment que des classes de scientifiques, mais il y en a plein qui étaient là-bas aussi par défaut, parce qu'on leur a dit va faire S, parce qu'il y a plus de débouchés. Oui, c'est toujours le problème du système. En souffrance. Ouais. Complètement en souffrance. Et du coup, après cette découverte-là, j'ai kiffé. J'ai pas tout de suite fait des études de philo. J'ai d'abord fait psycho en disant qu'il y aurait plus de débouchés. D'accord, ouais. Qui est faux, mais c'est aussi une filière poubelle. Souvent, les gens qui font psycho sont ceux qui ne savaient pas quoi faire de leur vie. Et après avoir étudié la psycho, je me suis dit, en fait, non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la philo. C'est que la psycho, c'est super intéressant. On en fait beaucoup. De toute façon, la psycho n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la philo. C'est vraiment la mère de toutes les sciences. Toutes les sciences qu'il y a sont des dérivés, in fine, où tu arrives finalement à la philosophie. Et pareil, j'ai kiffé des choses qui étaient très intéressantes, des choses qui étaient très chiantes. J'avais ce professeur fascinant qui s'appelait Holger Schmidt, qui nous... Rien que le nom est inspirant. Qui parlait lentement, comme ça, et qui nous disait, voilà, nous allons étudier accords et désaccords. Vous avez 7 heures. Ça, c'était moins intéressant. Et donc là, c'est quoi? C'est des études supérieures, c'est ça? Ouais, c'était une licence. Alors, comme je fais pas les choses à moitié, j'ai fait philosophie et sociologie, tant qu'à faire. Ouais. Autant, ce qui est vachement plus nourrissant, je trouve, d'un point de vue intellectuel, parce que... T'es pas juste dans les airs, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est appliqué. C'est le problème, du coup, de mes profs à la fac, qui étaient à la fois fascinants, comme ce bon vieil Holger Schmidt, mais qui étaient trop dans le monde des idées, et pas assez dans le réel. Il y a toujours eu de toute façon des dichotomies dans la philosophie. Tu as eu des héraclitéens qui pensaient au changement, qui étaient ennemis, on va dire, entre guillemets, des parménidiens qui lui disaient l'être est et le non-être n'est pas. Bon, on est bien avancé. Oui. Mais c'est le côté de la permanence. C'est que Héraclite dit que tout n'est que changement. Parménidien, il y a quelque chose de permanent, qui ensuite a été vers Platon avec le monde des idées, qui est le monde de la permanence, et Aristote qui était dans le monde sensible. Et on le voit sur cette... je pense que c'est l'école athénienne, du coup, de Michel-Ange, je crois, où on voit justement Platon et Aristote. Platon qui a le doigt ici, qui signifie le monde des idées. Aristote donc le doigt vers le haut, parce que les personnes ne te voient pas, c'est vrai. mais en tout cas... qui montre par son doigt le monde des idées, donc le ciel, et Aristote qui montre par le doigt la terre, donc le doigt réel, vers le bas. Le doigt vers le bas, effectivement. Enfin bref, et du coup tout le problème de la philosophie occidentale, c'est qu'elle est très 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 dans le monde des idées et pas assez dans le monde réel, on va dire. Là où la sociologie, qui a ses limites comme n'importe quel type de science, permettait de rester ancré dans quelque chose que l'on vit c'est au de quotidien. Voir quel impact ça peut avoir aussi. C'est ça. Parce que sinon, on réfléchit à une idée et après, on est juste content d'y avoir réfléchi. Oui, voilà. Et ça fait vraiment de l'anonisme intellectuel, pour parler poliment. Dit-il. Donc, philosophie, sociologie, ça, c'était 2 thématiques qui étaient parallèles ou ça faisait partie d'un module? C'était le cursus. Ouais, c'était le cursus. On avait des heures de philo et des heures de socio. Ok. Et tu te rappelles, parce que tu as évoqué 2 personnes qui finalement t'ont inspiré sur le thème de la philosophie. Donc, tu avais ton premier prof et ton deuxième prof. Donc, tu te souviendras toi-même des noms des personnes. Est-ce que tu te souviens de ce qui les rendait inspirants?
Ouais. Alors, le souci d'Holger Schmidt, c'est qu'il était très inspirant, mais c'était pas lui qui m'a inspiré c'est pas lui, le plus. Non, c'était une qui m'a vraiment inspiré, que j'aimerais bien revoir. Elle s'appelle toujours, elle est vivante. Anne-Christine Abar, qui faisait de la philosophie politique et qui était vraiment sur le terrain. Souvent, elle pouvait pas nous donner cours parce qu'elle était occupée d'essayer de trouver un moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est encore une autre personne, c'est ça ? Ouais. Que tu as rencontré donc par la suite, je suppose, ou... C'est toujours dans mon cursus. Ouais. Et tu disais, elle faisait de la philosophie politique ? Ouais. Elle réfléchissait, parce qu'en philo, on distingue le politique, qui est la personne qui incarne la politique, le droit et tout, et la politique, qui est vraiment la matière qui va avoir une incidence sur notre société, du coup. Et du coup, c'est elle qui m'a conseillé de regarder notamment Game of Thrones. Je pense que sans elle, je serais peut-être passé à côté de cette série. Parce que du coup, il y a pas mal de philosophie politique, du coup, dans la série. Et après ça, j'ai fait mon master, parce que j'avais eu envie de continuer, du coup, master philosophie de l'esprit, où on se pose des questions du type comment est-ce qu'on sait ce que l'on sait ? On avait cette expérience de pensée, c'était un philosophe qui s'appelle Jackson, qui disait, imaginez, dans sa expérience, elle s'appelle Marie. Marie, c'est une grande neurologue, neurobiologiste qui connaît tout, surtout aux couleurs. Elle connaît l'influence des cônes et des bâtonnets, sauf que toute sa vie, elle a vécu dans un monde en noir et blanc. On va dire qu'elle était enfermée dans une cave, c'est fictif. Hein. Et elle ne voyait que le monde en noir et blanc. Même sa peau, on lui avait mis, des lunettes qui l'empêchaient de voir en noir et blanc. Et d'un coup, elle tombe sur une tomate bien mûre et elle voit pour la première fois du rouge. Est-ce qu'on peut dire, elle qui savait déjà tout sur les couleurs, est-ce qu'elle apprend quelque chose de nouveau ? Il n'y a pas forcément de réponse, mais c'est le type de question qu'on pouvait se poser. Et je trouvais ça assez fascinant. Et là, c'était du coup mon troisième rencontre, Alexandre Billon, mon maître de mémoire, et on va dire un peu mon premier mentor en termes de philo. Il n'avait pas de grande barbe. Pas lui alors. Non. Mais j'aimais bien parce qu'il était très connecté. Il faisait ses cours sur iPad. Enfin, c'est con, mais... Oui, non, mais ok. Une autre génération. Voilà, une autre génération. Il faisait ses cours sur iPad. C'est pour ça qu'il avait plus la barbe. Quoi qu'elle est revenue à la mode. Hein. Peut-être, ouais. Parlait un peu du sens de la vie, de la série The Good Place. Ouais. Enfin, bref, c'était une manière plus moderne, on va dire, de faire de la philo, malgré des questions un petit peu perchées. Il aurait pu être dans la bande de Big Bang Theory, du coup. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, alors je sais pas si c'est un compliment ou pas pour lui, mais le côté doctorant un peu perché. Donc ouais, j'avais fait mon premier mémoire là-dessus, sur la philosophie expérimentale. C'était quoi le sujet ? La philosophie expérimentale. Principe et critique de la philosophie expérimentale, qui était une nouvelle forme de philo qui vient des États-Unis, qui est récente au sens où elle vient des années 2000 à peu près. Donc à l'échelle d'une matière de 2500 ans, 3000 ans, c'est très récent du coup. Ah oui, c'est très récent, ouais. Mais c'est marrant de voir qu'il y a autant de courants de philosophie. C'est-à-dire que quand on s'y intéresse pas, on se dit les gens ils sont dans leur coin, ils réfléchissent à des trucs qui ne servent à personne, entre guillemets, quoi. Et pourtant ils arrivent à s'occuper, quoi. Ouais. Oui, complètement. Il y a toujours de quoi faire. Et après ça, j'ai adoré faire de la recherche là-dessus, faire vraiment de... En fait, quand tu fais un mémoire de recherche en philo, t'as que 4 heures de cours par semaine. Tout le reste, c'est ta recherche. C'est là où les gens galèrent parce qu'ils s'ils n'ont pas une bonne organisation, ils le font pas. Ils vont dire 4 heures, j'ai le temps. Donc non, et j'ai fait mon deuxième mémoire, toujours avec Alexandre Billon. Donc deuxième, parce que du coup, ça suffisait pas, c'est ça ? En fait, le master est en 2 temps, du coup. Ah, ok. Ça, en 2 ans, pardon. Et j'ai fait mon M2 sur le transhumanisme. C'était fascinant, du coup, parce que c'est génial. On a quand même cette chance de dire, j'ai un truc que je kiffe, je vais me consacrer une année entière là-dessus, et je vais faire que ça, du coup. Faut aimer, faut être vraiment un peu taré, un peu obsessionnel. Mais c'était fascinant de voir... En plus, finalement, dans mon mémoire, je parlais de l'IA avant qu'on en parle. J'ai fait mon mémoire en 2015, donc il y a 10 ans déjà. Waouh, ça passe, hein. T'as vu ? Ouais. Et on parlait de qu'est-ce qu'un être humain augmenté ? Est-ce qu'une personne qui a un pacemaker, est-ce que c'est un cyborg, finalement ? Déjà. Et à travers ça, je le connectais à de la philosophie de l'esprit par David Chalmers et Andy Clark, qui sont des philosophes qui nous disent que l'esprit va au-delà de notre cerveau et que nous sommes en constante interaction avec notre environnement. Là, par exemple, j'ai mon téléphone dans la main. Il est tellement omniprésent dans notre vie que finalement, nous sommes déjà dans le transhumanisme. Rien que par le fait de posséder, parce que là, si j'ai mon téléphone dans la main, j'ai accès à une extension de ma mémoire, à un savoir universel et illimité, à mes souvenirs, à
une connexion avec des personnes que je n'ai pas dans mon entourage. On n'est que 2 ici. Mais finalement, j'ai centaines de personnes à portée de main. Et que là où le transhumanisme va dire, oui, mais c'est pas ancré en vous. Si je l'ai tellement avec moi, il est quasiment ancré en moi. Et on pourrait très bien réduire ce téléphone dans une puce qu'on mettrait dans notre cerveau. Et je trouve qu'il y a un Neuralink qui existe. Il y a plein de gens qui y ont pensé, en tout cas. Oui. Donc, en fait, on est déjà finalement dans le transhumanisme. Et je trouvais ça fascinant et j'imaginais qu'un jour, on n'aurait même plus besoin de faire d'autres tâches parce que des robots, des intelligences artificielles le feraient. Alors, il y a une forme de fierté au sens « Oh, j'avais raison !» J'ai prédit le futur. Je pense pas. Je me suis appuyé sur plein de recherches, oui. Mais à l'époque où je disais « Non, mais de toute façon, on va se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin de travailler ?» Et qu'on ne saura plus quoi faire des gens parce que le travail va être fait par des robots. Et c'est des sujets politiques qui actuellement, donc j'ai eu cette petite fierté. Et après, du coup, ce master, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais commencé une thèse pour suivre sur le transhumanisme. Ah oui, tu voulais encore continuer, quoi. Ah oui, ouais, moi je voulais faire un doctorat. Je voulais finalement faire de la recherche en philo. Ouais. Mais le problème, c'est que dans les sciences humaines comme la philo, c'est qu'on m'a dit oui, bien sûr, tu peux faire ton doctorat. Tu auras une bourse qui équivaut à 1800 par mois, ce qui est cool en soi. Sauf qu'après, ma thèse a été validée et puis on a dit, en fait, tu n'auras plus de sous, du coup. Ah ouais, comme ça. Ouais, on l'a donné aux ingénieurs, du coup. Parce que tu vois, ça sert. Les ingénieurs, ça sert, Voilà. c'est ça. Mais comment est-ce qu'on a pu te dire, c'est bon, t'as ta bourse, et puis juste après te l'enlever? En gros, ce que j'avais pas compris, c'est que mon sujet était validé. Ouais. Le comité d'éthique l'a validé, mais pas ceux qui allongeaient l'argent. Ah, ok. Donc ça fait vraiment l'ascenseur émotionnel. C'est on a validé, tu vas faire ta recherche, tu vas pouvoir continuer avec Alexandre Billon. Et en fait, non. Bon, du coup, douche froide. Ouais, douche froide, c'est mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Il se trouve que j'avais une amie qui avait une association qui s'appelait Philambule, Aurélie Ropa, du coup, qui faisait de la philosophie pour enfants. Ok. Et elle m'a proposé, donc j'avais 25 ans à l'époque, et j'entrais pile dans l'interstice pour continuer et faire ce qu'on appelle un service civique. Et j'ai fait un service civique de 6 mois pour organiser des ateliers de philosophie pour enfants. Et donc, enfant, c'est quel âge? Entre 7 et 12 ans. D'accord. Donc, entre 7 et 12 ans, déjà, en fait, on peut les sensibiliser des modes de réflexion de type philosophique. Ah, carrément. C'est assez fascinant. Alors, avant 7 ans, c'est compliqué. Après 12 ans, ils s'en foutent. Parce que c'est con, mais ils deviennent un peu pré-ados et... Ils commencent déjà à se dire, est-ce que je vais ou pas dans ce qu'on vient de me... C'est choix entre jouer avec mes potes au ballon et faire un atelier de philo. Bon, on peut les comprendre. Ouais. Oui, parce que c'est des ateliers où les enfants sont déposés, c'est comme une sorte de centre aéré ou C'était plus en périscolaire qu'on allait genre le lundi après-midi ou le mercredi après-midi au sein de l'école. Ok. Où les enfants étaient quand même encadrés par les professeurs. Et c'était des petits groupes de 12 dans lesquels on avait un sujet, genre l'amitié. C'est quoi un ami? C'est quoi un copain? Qu'est-ce qui fait que tu t'entends bien avec lui et pas un autre, etc. Pourquoi on est jaloux? Il y a des enfants qui ont eu des discernements assez fous sur les émotions en disant non, je suis pas seulement triste, je suis triste parce que je trouve que c'est injuste, qu'il m'a parlé comme ça et j'ai ressenti ceci. Et du coup, j'ai pleuré et après je lui ai dit que j'ai pleuré et puis il m'a fait un câlin. Enfin, je dis une grande maturité finalement émotionnelle. Ouais, donc il y a eu des propos comme ça aussi clairement exprimés, quoi. Ouais, carrément. Je me souviens toujours d'un enfant de 11 ans, je sais plus son prénom, qui arrivait à distinguer la jalousie de l'envie. En disant, ouais, mais si on est jaloux, c'est parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a, alors que si on envie quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas ce que la personne a. Donc t'as un gamin de 11 ans, comme ça, qui te dit ça, t'es en face, fait ah ouais, d'accord. Et là, je fais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, tout c'est clair. Voilà. Et non, c'était hyper intéressant, mais un service civique, tu touches pas beaucoup dessous. Ouais. Je sais pas, tu peux pas vivre d'un service civique. C'est pour ça que à 25 ans, quand t'es étudiant et que tu fais ça, bon, c'est cool parce que tu peux avoir les bourses du Crous ou des parents qui t'aident. Ouais. À 25 ans, tu veux ton indépendance aussi monétaire. Et donc, j'avais envoyé mon CV au rectorat, mais pour être surveillant, du coup, pour pouvoir continuer le service civique. Ok, ouais. Et comme j'avais un master en philo, on m'a dit, non, vous allez enseigner la philo, monsieur. Tant qu'à faire. Oui. Et j'ai fait ça au mois de mars. Puis 15 jours après, le recteur m'a dit, oui, vous allez enseigner la philo au lycée Gustave Eiffel dans 15 jours. 15 jours. Mais voilà. Du coup, t'as pas de programme, t'as rien. Ah, c'est fou, quoi. Ouais. Non, j'y vais. Je suis d'accord. D'accord, très bien. D'accord, merci madame. Donc j'y vais, je rencontre le proviseur. Je lui dis, je vais quand même faire un entretien, je vais me présenter. Voilà, en gros, je pensais passer un entretien d'embauche. Et en fait, il dit, oui, vous allez enseigner là. Je fais, d'accord, mais
est-ce que je vous corresponds? Je ne connais pas, je connais pas vos élèves. Il fait, non, mais de toute façon, on a besoin de quelqu'un, donc vous avez le poste. Je fais, ok, d'accord. Très grande confiance. Oui, ça c'est sûr. On est tellement dans la merde que... Ah non, mais c'est clairement ça. Et du coup, j'arrive, je me souviens, c'était le 7 mars 2017, du coup. Souvenir très précis. Ouais. Où j'arrive, du coup, au lycée Gustave Eiffel à Armentières, je vais devant la TS3, une classe remplie de mecs avec 2 meufs. Donc terminale scientifique, je suppose. Terminale scientifique, ouais. Et voilà, j'arrive, salut les gars. Et les meufs, je parlais comme ça, j'avais 25 ans, on n'avait pas beaucoup de différence d'âge. Et j'ai un assez franc-parler que je vais pas mettre des formes pour m'adresser. Alors si je m'adresse, je sais pas, un jour je rencontre Macron, j'en sais rien. Mais j'ai rien à prouver. Parce que j'aime pas les profs, j'avais des collègues qui jouaient aux professeurs. Ouais. Genre ils avaient leur petite mallette comme ça, et pourtant tu les entendais dans la salle des profs en train de faire des blagues, et c'était des autres personnes. Je dis pourquoi t'es différent en face de tes élèves? Sois authentique, ça sert à rien de te mentir. Donc je fais salut les gars, je vais être votre prof pendant je sais pas combien de temps. Parce que là t'arrives, si c'est en mars, tu disais, ouais. Tu arrives au milieu de l'année. Complètement, ouais. Donc ils ont déjà fait je sais pas quel programme, je ne sais pas où ils en sont, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Donc j'ai improvisé pendant à peu près 1 mois. Du coup, j'ai pris tout ce que je savais de la philo, des ateliers pour enfants, et j'ai improvisé. Donc des ateliers pour enfants entre 7 et 12 ans, et du coup tu l'appliques à des lycéens, c'est ça? C'est ça. Comme quoi ça marche? Ah oui, ouais. non, ça marche. Et après, du coup, je me suis un peu renseigné pour les cours, du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'il fallait voir, etc., pour les préparer au bac quand même. C'est un peu leur objectif. Un petit peu, ouais. Et non, ça s'est bien passé. Après, je rencontre les autres classes, je leur dis le même pitch, et j'ai improvisé pendant je sais pas combien de temps. Mais justement, là, dans ce que tu décris, c'est que l'enseignement n'était pas une option au départ. C'est quelque chose qui est arrivé par opportunité. Moi, je voulais enseigner à la fac, du coup. Côté un peu stylé, face à un amphi. Ouais. Toi, c'est docteur de Lannoy. Enfin, c'est un peu cliché, mais... Quand tu voulais te lancer dans ton doctorat, c'est ça que tu te disais après, quoi. Ok. Ouais. Tu vois, on parle souvent de vision dans l'entrepreneuriat. J'avais cette vision-ci dans mon amphi, à enseigner à des étudiants avides de boire mes paroles, un peu à la... Une foule en délire. Le cercle des poètes disparus, du coup. Donc ouais, même quand j'étais prof au lycée, je trouvais ça assez stylé. Prof de philo, je trouve ça... Alors, il y en a qui s'en foutent complètement. Ouais. Moi, je trouvais ça assez stylé. Et ouais, non, j'aime enseigner, du coup. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps avec mon coach, où je dis, en fait, je reste un prof. J'ai beau être coach, copywriter, marketeur, tout ce que tu veux. J'ai l'impression de rester quand même un prof de marketing, finalement. Et c'est quelque chose que tu sens avoir fait partie de toi, de tes aspirations, finalement? Ouais, j'aime bien. En fait, j'adore apprendre, du coup. J'adore apprendre à apprendre, et j'adore transmettre. C'est un exercice que je donne à mes clients, que je fais moi-même, c'est de résumer un petit peu ma vie en 3 verbes. Ça peut paraître très réducteur, mais si tu prends toutes les activités que tu fais dans ton quotidien, je suis sûr que tu peux en trouver 3. Et chez moi, c'est apprendre, créer, transmettre. C'est que il y a un truc qui va me passionner. Je vais apprendre un peu tout ce qui est possible d'apprendre, dans la limite quand même, de ce qui est ingurgitable, on va dire. Créer des contenus, des cours, des formations, des programmes pour transmettre, du coup, ensuite, à un public. Je pense que là, tout le monde va pouvoir se faire son propre exercice. Oui, carrément. Non, mais en fait, faut le faire. C'est à la fois un exercice de synthèse et puis d'introspection en même temps. Ah oui, complètement. Qui est très utile. Et donc, tu es au lycée. Ouais. Tu as cette première classe qui est ta première promo, si je puis dire, carrément. que tu accompagnes comme tu le peux. Et tu fais ensuite combien d'années? 3. Du coup, je fais 3 ans. Toujours terminale? Ouais. Au lycée, il y a la philo, il y a que en terminale. Ah, il y a que en terminale, ouais. Ok. Ouais. Donc, je fais 3 ans de ça. J'avais à peu près toujours 150 élèves par an, dans des lycées différents. Et au bout d'un moment, on doit être en 2019-2020, du coup. Ça fait à peu près 3 ans, ou 2 ans et demi. Bon, bref, c'est pas très important. Mais on est en 2019. Du coup, j'ai 27 ans, je crois. 27-28. Je peux pas te le dire. Hein. Ouais, non. Mais je me sens plus trop aligné. Parce que j'avais une classe qui était très sympa, mais qui s'en foutait complètement de ce que je disais. À tel point qu'à un moment, je disais, je vais faire cours. Honnêtement, qui s'en fout? Donc en fait, tu ressentais déjà tellement quelque chose, on va dire, donc le désalignement dont tu parlais, que ce jour-là, tu t'es dit, je vais exprimer quelque chose. Je veux dire, qui va suivre vraiment ce cours? Et soyez honnête et je vous en voudrais pas. Puis j'ai dit, en fait, non, monsieur, on vous aime bien, mais on s'en fout. C'était une classe
qui avait que 2 heures de philo par semaine. Et c'était... C'est DS de toute façon. Non, c'était une classe techno, du coup. Une classe, je crois que c'était STMG ou un truc comme ça. Ah oui, c'est encore des... Moi, j'ai pas connu ça. Ouais. C'est des personnes qui vont plus vers la professionnalisation, du coup. Ils ont de la philo parce qu'il en faut, on va dire. Mais c'est quoi, F1 ou 2, je crois. Donc clairement, ils s'en foutent complètement. C'est pas dans leur intérêt. Ça n'a pas d'impact en plus, tellement. Non, ils peuvent avoir 0, ça n'aura aucune incidence. Et donc, j'aurais dit, ok, je vais pas faire cours. Bossez ce que vous devez bosser. Moi, je vais bouquiner. Ah ouais? Ouais. Parce que je le disais, mais je ne vais pas m'efforcer de faire le gendarme. Enfin, pour le coup, on est sur du marketing. Tu vas pas vendre un truc à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc, je ne vais pas dépenser de l'énergie à vouloir à tout prix convaincre des personnes qui, au demeurant, sont sympas. Ils n'étaient pas à m'insulter, ils n'étaient pas vraiment à quoi que ce soit, c'est juste, ils s'en foutent. Ils avaient l'honnêteté de le dire. Tout à fait, ce qui est déjà pas mal. Ouais, ce qui est déjà beaucoup. Et donc, ils bossaient leur management, leur autre truc ou autre chose, mais c'était relativement calme. Et du coup, moi, je bouquinais, j'écrivais, et du coup, c'est là où je me dis, ouais, mais je peux pas faire ça toute ma vie. Parce que toutes les heures, tu fais ça. Non, parce que malgré, en fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que malgré tous les autres élèves et toutes les autres classes avec qui ça se passait bien, ça, c'est dans n'importe quel business, tu peux avoir 100 clients hyper contents, il suffit d'un qui ne soit pas, et ça te ruine, quoi, du coup. Tu remets tout c'est la tache noire sur la peinture qui était blanche et tu ne vois que ce point-là. C'est ça. Et je me dis, ouais, mais ça, c'est une classe. Il y en a peut-être d'autres qui s'en foutent. Et par la suite, il y en a peut-être d'autres et peut-être d'autres et peut-être d'autres. Et je dis, non, je me vois pas faire quelque chose qui, moi, m'intéresse et n'intéresse pas les gens. Et à un moment, tu peux tout faire pour rendre ça intéressant. Si les gens ne veulent pas et que toi, intérieurement, tu te dis, finalement, peut-être que je suis fait pour la philo, fait pour l'enseignement, mais pas dans cette configuration-là. Il y a peut-être autre chose à faire. Et, je commençais à écouter des livres de développement personnel, notamment les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey, où il parle beaucoup de philo. Et en fait, en l'écoutant, il parle de Sénèque, tout, mais il a jamais dit ça. Mais c'est pas ça du tout, le stoïcisme. Oui, mais Nietzsche, s'il a dit ça, c'est parce que ça va se remettre dans ce contexte, etc. Et je fais, en fait, il y a les gens, ils s'improvisent, du coup. Ils disent, ouais, je vais parler de philo comme ça. Et donc, ça m'a... Et ça devient des best-sellers, c'est surtout ça. Et je dis, mais merde. Et du coup, je me dis, mais en fait, ça a l'air de plaire, la philo, du coup. Sous un certain angle. Ouais. Donc, je fais, en fait, je voyais un bouquin qui disait Harry Potter à l'école des philosophes. Je fais, du coup, il y a quand même un truc à faire. Et j'aime bien la philo. Je fais, il y a peut-être un truc à faire. Si ce type arrive, donc Stephen Covey, quand même vendu des millions d'exemplaires à l'époque, je le savais pas, du coup, arrive à vendre des bouquins, à être écouté en parlant de philo alors qu'il en parle pas bien, il y a peut-être moyen de faire un truc qui, avec la philo, de le remettre un peu au goût du jour pour aider les gens, du coup. Au lieu du développement personnel, moi, quand je lis du Épicure, quand je lis du Marc Aurèle, quand je lis même Nietzsche, même Schopenhauer, alors que on lui doit quand même cette phrase affreuse qui est « La vie aussi telle un pendule entre souffrance et ennui », il y a mieux en dev perso. Oui, effectivement, oui. Mais pour moi, c'est du dev perso parce que si tu l'assimiles, si tu le mets en pratique dans la vie quotidienne, tu vas mieux, en fait. D'une certaine manière, tout ce qui t'amène à réfléchir sur toi, sur ta vie, c'est une manière de faire du développement personnel. Ah, complètement. Si tu mets des choses en pratique derrière, bien évidemment. C'est ça. Sinon, tu n'es juste qu'à remuer si tu restes que dans le monde des idées, tu vis pas, vu que tu ne vis pas dans le monde des idées. Tout à fait. Et justement, forcément, j'ai un questionnement parce que tu disais, voilà, dans ce bouquin-là qui est un best-seller et que beaucoup de gens connaissent, je suppose, ou qui tombent dessus, comme tu l'as fait à l'époque, tiens, ce truc-là, il va l'air d'être intéressant. Est-ce que tu te rappelles d'un exemple où pour toi, la manière dont c'était expliqué n'était pas philosophiquement juste et du coup, quelle est la justesse dans tout ça? En fait, quand les gens parlent de stoïcisme, oui, j'aime bien le stoïcisme, en fait, ils aiment bien Marc Aurèle. Ils aiment bien Sénèque, ils aiment bien Épictète, et on est dans le 3e âge du stoïcisme, on est dans le stoïcisme impérial romain. Alors que le stoïcisme vient avant tout de Grèce, du coup, avec Zénon de Kition, un contemporain d'Épicure. Donc, on est dans le 4e siècle, parce que du coup, si on est dans les années moins 300, si on est au 4e siècle avant Jésus-Christ, je pourrais pas te corriger, donc tu peux dire n'importe quel chiffre. Ouais, non, mais c'est parce que, tu vois, on est genre en 1700, on est au 18e siècle, du coup, on n'est pas au 17e. Bon, bref, c'est pas un cours non plus d'histoire. Et du coup, c'est tout attaché avant tout à une cosmologie, à une cosmogonie, à vivre selon la vertu, pour après passer dans le 2e âge avec Chrysippe,
où du coup il ajoute tout ce qui est de l'ordre de la logique, vraiment les sciences, pour après arriver vers l'Empire romain qui trouve ça très intéressant, mais ils disent ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est la vie pratique. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement avec ça? Justement, avant que tu ailles plus loin, parce qu'il y a énormément de termes qui sont passés au milieu, et soit je suis un idiot complet, soit j'en ai pas compris grand-chose. Mais sans rentrer dans tous les détails, toi, le stoïcisme, tu le définirais comment? Histoire qu'on puisse suivre aussi. C'est une manière de orienter sa vie en se concentrant sur ce qui dépend uniquement de nous. Ok. Et inscrire cette existence dans un cycle, notamment le cycle de l'univers, le cycle cosmologique. Ok, c'est ça le terme cosmologique. Ok. C'est la science de l'univers. Et la cosmogonie, c'est la naissance de l'univers. Où chaque religion, par exemple, dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, c'est la cosmogonie. C'est que Dieu créa l'univers. Enfin, la Terre. Chez les Indiens, du coup, je crois que l'univers est né du dos d'une tortue, elle-même portée sur un éléphant. Alors, à vérifier, mais il y a... En tout cas, l'inverse serait plus compliqué. Oui, mais vous avez peut-être déjà vu cette peinture ou cette représentation du monde complètement cyclique. Et donc, chaque civilisation a sa propre mythologie qui explique sa cosmogonie. D'accord. Et donc, tu nous disais là qu'il voulait se focaliser sur la vie. C'est ça. Que tu disais. En gros, qu'est-ce qu'on met en pratique pour aller mieux? Ouais. Ce qui est une bonne démarche. Tout à fait. Sauf que ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il y a un côté, vraiment, quand on plonge dans les bas-fonds du stoïcisme, il y a un côté un peu Thanatos, pulsion de mort. C'est-à-dire que tu vois, c'est quand même memento mori, c'est rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir. Souvent on dit oui, memento mori, souviens-toi qu'un jour tu vas mourir, donc profite. Non, chez les stoïciens, c'est rappelle-toi chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, tu as un exercice qu'ils appelaient ça des exercices spirituels, où tu dois te représenter comme n'existant plus. Donc tu cohabites tout le temps avec la mort, quoi. Ah oui. Et c'est pas genre YOLO, nos futurs, on n'a qu'une vie. Non, c'est tu ne maîtrises pas le moment où tu vas mourir. Donc plus tu vas te le représenter, moins tu souffriras. Donc il y a quand même un petit côté pareil sur la maîtrise de soi. Dans le stoïcisme, il y a vraiment ils appelaient ça les passions qu'on appelle ensuite émotions. C'est vraiment annihile toute émotion parce que c'est ça qui te fait souffrir finalement. Ouais, c'est vraiment plus tu te tapes dessus, moins t'auras mal. C'est un peu ça. Ouais. Et donc pour le coup, on est moins dans le dev perso. Oui, en tout cas, ça fait plus mal. Ouais. Parce que c'était pas leur boulot non plus. Donc, et la vie là-bas était... Enfin, à l'époque, t'as pas le confort qu'il y a maintenant. Donc, c'est vrai que ça avait sens de se représenter ça. C'est toujours dans un contexte, pour ça que tu disais ça. Ouais. D'accord, donc ça fait partie des mouvements d'angle par rapport à ce qui se disait avant, ou en tout cas dans les études de philosophie, ce qu'on apprend, quoi. Ok, et donc du coup, tu te dis, il y a opportunité de faire quelque chose à partir de là. C'est ça. C'est que ce que je voulais, c'est sortir un peu la philosophie des carcans universitaires pour lui redonner sa première raison d'être, comme dirait Obispo. Référence. Qui est, en gros, nous apprendre à mieux vivre. Du coup, ça va se poser la question, qu'est-ce qu'une vie bonne? Pareil, si on remet dans le contexte, on est quand même en 350, 400 avant Jésus-Christ. La vie, c'est pas... Si on vivait jusqu'à une trentaine d'années, c'était bien. Si on avait à manger, c'était encore mieux. Si on n'était pas trop malade, c'était vachement bien. Donc, à un moment, c'était OK, on en chie quand même pas mal. C'est quoi la vie bonne? C'est quoi la meilleure manière de vivre? Et donc, chaque doctrine philosophique avait sa réponse. Ce qui, en gros, est une promesse marketing, quand tu y penses. Oui, effectivement. Donc, les stoïciens, c'était vivre selon la vertu. Les épicuriens, c'était la modération des désirs. Chez Aristote, c'était pratiquer ce qui s'appelle la phronésis, ce qu'on pourrait traduire par sagacité, ce qui n'est pas forcément plus clair. Non, c'est pas... Qui est en gros la prudence. Dans la vie de manière générale, c'est ça? Voilà, c'est avancer à tâtons malgré nos doutes et nos peurs. Et donc voilà, ça, chacun avait son offre. Et avec cette question centrale, c'est viens dans mon école, tu vas vivre vachement mieux. Et en fait, je voulais un peu ça, c'est que toutes les questions qu'on se posait, alors on dit il y a 3000 ans, mais je pense même il y a 5000 ans, il y a peut-être même 300 000 ans, avec l'apparition du néocortex, donc la capacité d'avoir la conscience de soi, et de se représenter dans l'univers comme étant un être vivant qui un jour ne sera plus. Parce qu'il y a quand même, t'imagines, alors évidemment ça se fait pas en un claquement de doigts, mais t'as ton néocortex qui apparaît, donc t'arrives à avoir conscience de toi et des autres, et d'un coup il y a un gars qui dit « je me sens pas bien », et il meurt. T'imagines la réaction? Il dit « ah Bernard, oh,
putain, merde, il a mangé trop de mammouth. Et en fait, on dit, ah non, Bernard, il viendra plus. Il est plus là. Ah oui, vous appelez ça comment? La mort. Ok. Oui. Ah oui, peut-être que ça peut m'arriver, du coup. Tout Merde. à fait, ouais. Donc, il y avait vraiment ce côté, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais, et donc, finalement, cette question-là n'a pas de réponse depuis, et n'aura pas de réponse dans 3000 ans. En 5025, je suis sûr, si on refait un podcast, ça m'étonnerait, sauf si on ne meurt pas. On est parti dans le transhumanisme, du coup, là, ouais. Ben, on se posera toujours la question, je sais pas quoi faire de ma vie, quel est le sens à tout ça, comment je peux être heureux, j'ai tout pour être heureux et finalement je le suis pas, etc., etc. Et donc je voulais utiliser la philo pour justement aider les personnes à répondre à ces questions-là. Et donc j'avais la promesse marketing la plus éclatée au sol du monde, c'est j'aide les gens à être heureux grâce à la philo. Il faut bien commencer quelque part. Ah oui, ouais, faut bien commencer quelque part. Mais en vrai, c'est super clair. Oui, mais les gens, c'est qui? C'est ça. C'est grâce à la philo, les gens s'en foutent de la philo. Ah, j'ai pas dit que c'était attrayant, non, c'était clair. Non, c'était clair. J'avais la vision, j'avais le message, mais pas le bon emballage, comme on peut parler en marketing. Du coup. Ouais. Donc c'était déjà une envie. Tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. À partir de cette lecture-là, au final. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu en fais? Parce que des fois, on a des envies comme ça, on se dit c'est ça qu'on va faire, mais de passer de la décision à l'action, c'est pas toujours évident. Non, clairement pas. En fait, ma véritable envie, c'était de vivre de la philosophie. Et de vivre, on va dire, en philosophe. Ce qui, en gros, construire ma vie en fonction de la vision que j'ai. Et donc, ce que je voulais, c'était trouver un moyen. Ok, donc pour ça, il me faut de la thune. Comment je fais? Donc, je me suis formé au coaching, quand même. Ouais. PNL, analyse transactionnelle, école de Palo Alto, etc., etc. Pour justement avoir côté pragmatique. Est-ce que tu peux expliquer la théorie de la vertu en acte en puissance chez Aristote? C'est pas actionnable. Pas pour tout le monde, en tout cas. non, clairement pas. Donc, je me forme à ça, et puis j'avais créé déjà du contenu quand j'étais prof, du coup, sur Instagram pour vulgariser la philo, et sur YouTube. Ouais, ça veut dire que tu étais quand même actif dans ce monde de la philo. Oui, clairement. Pour la vulgariser d'une certaine manière, c'est ça, ouais. Et donc, j'avais déjà acquis une audience, du coup. C'est-à-dire que je commence mon activité, je dis, j'avais déjà 12 000 abonnés sur YouTube et 3500 sur Instagram. Oui, quand même. Le rêve de toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Donc, j'arrive, j'ai déjà une audience qui me connaît grâce à la philo, et du coup, ils ont vécu ma reconversion avec moi, et ils ont été mes premiers clients. C'est-à-dire que je me suis lancé, je dis, bah voilà, j'ai ça comme offre, et des personnes, j'ai déjà eu mes premiers clients où je te facturais à la séance, et qui venaient pour être heureux grâce à la philo. Comme quoi. Mais au fur et à mesure où je coach les gens, du coup, je me suis formé au marketing, au copywriting. Et donc, au fur et à mesure où je coach les gens, c'est toujours cette question, c'est je n'aime plus mon boulot, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc là, parce que ça n'a plus de sens. Elle fait, sens, philo, 30 personnes qui me disent ça, je reprends mes cours de marketing, un besoin, donc il faut une offre. Et donc, je passe de j'aide les gens à être heureux grâce à la philo, j'aide les gens à s'orienter professionnellement grâce à la philo. Après, je t'aide à trouver ta voie. Enfin, je changeais pas mal de promesses, mais je savais que je voulais faire pas que je voulais faire de la reconversion, mais que le marché me disait, mec, tu devrais faire de la reconversion. Il y a un sens qui t'a été donné, au final, là, par le marché. Oui, fallait savoir l'écouter. Tout à fait, oui. Et c'est comme ça, je me suis retrouvé à faire de la reconversion. Et après, je vivais de mon activité, mais pas suffisamment. Et c'est comme ça que du coup, j'ai rencontré Jérémy Coleman de Coleman Publishing, où j'étais d'abord client chez lui. Puis après, il voulait agrandir son équipe. Comme je maîtrisais le copy, le market, que j'avais un business, que j'arrivais à enseigner, du coup, à partager des concepts compliqués, à les vulgariser pour les rendre simples, il m'a proposé de rejoindre son équipe. Puis au fur et à mesure, j'ai rejoint son équipe en gravissant. Non. Bah si, c'est pas mal. Je sais pas, ça se dit gravissant les échelons? Non. Bah oui, tu gravis des échelons. Oui, donc en mouvement, c'est tu graves. Oui, c'est pas tu gravissant, mais en gros, on a compris, t'as monté les échelons. Oui, voilà, c'est ça. Je sais plus parler à cette heure-là. C'est difficile. Je te dis, on est en début de soirée. Oui, parce que les gens n'ont pas le contexte. On a passé 2 jours en immersion très intense. Donc ça prend beaucoup d'énergie, même si c'est très très plaisant. Tout à fait. Mais du coup, à mettre les mains dans le produit. Et comme j'étais prof, je savais construire des cours. Donc bref, on s'est bien entendu. Nos intérêts se combinaient. Et du coup, me voilà là. Où tu es aujourd'hui. Mais du coup, tu es allé assez vite sur tout le trajet. Donc, je vais revenir un tout petit peu avant. Parce que tu disais que tu avais changé finalement ton accroche, ta promesse.
Mais qu'est-ce qui se passe pendant? C'est-à-dire que tu as quand même tes premiers clients, Oui. tu as des résultats, Oui. mais au final, tu n'as pas suffisamment de clients, c'est ça? C'est ça, j'avais un problème d'acquisition. Et du coup, c'est comme ça que tu es tombé sur Jérémy, c'est ça? Ouais. Et que tu as participé à son premier programme. C'est ça, ouais. Programme qui était là pour justement... Pour aider du coup les coachs et thérapeutes à avoir plus de clients. Et donc tu fais tout le programme. Ouais. Ça, c'était quoi? C'était les premières promos? C'était Ouais, ça s'appelait le début? ça s'appelait même pas Fast and Slow, ça s'appelait l'Académie des génies, il était tout seul. Ah oui, c'était vraiment le c'est vraiment au début. Ouais, je fais partie des meubles hein, finalement. Et du coup, quand tu te formes donc chez Jérémy, qu'est-ce que tu en apprends et qu'est-ce que ça change pour toi? Ce que j'en apprends, c'est que finalement, je ne connaissais pas suffisamment ma cible, que j'étais trop large, que j'avais pas forcément le bon discours. Et surtout, ça m'apprend que j'avais plein de croyances limitantes que je ne pensais pas avoir. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu pourrais nous partager? Ouais, par rapport au prix, du coup. Ouais. Par rapport à ma propre valeur, c'est-à-dire que je vendais à 60 € la séance parce que je m'étais aligné sur les psys. Et après, j'avais créé quand même tout un programme de 6 mois pour aider les personnes à se reconvertir. Et je vendais ça 600 €. Ce qui en soi est même pas la moitié d'un bilan de compétences qui n'apporte pas de résultat. Enfin bon, je vais me faire des petits ennemis, mais... C'est un regard, c'est une opinion. Quand je dis bilan de compétences qui n'apportent pas de résultat, je pense à ceux délivrés par la région, par France Travail, par des gens qui doivent remplir des cases et pas des psychologues du travail qui font ça du coup. En tout cas, ceux qui font un travail mécanique, qui n'ont pas cette substance de la relation et de l'être humain. Ouais. En tout cas, je te rejoins. J'ai d'autres exemples dans d'autres domaines. Oui, bien sûr. Mais fondamentalement, je trouve que c'est ça qui fait le problème. C'est que quand on mécanise les process, du coup, on en perd finalement l'unicité de chaque personne. Quoi. Complètement. Donc, il y avait la partie cible, la partie prix. Est-ce qu'il y avait autre chose qui pour toi a été un déclic? Non, il y en a eu plein d'autres dont je me souviens peut-être pas, mais c'est vraiment cela. C'est vraiment principalement cela. C'est rehausser finalement mon estime de moi-même en mode non mais tu te rends compte que tu changes des vies et ça vaut pas que 600 € du coup. C'est marrant hein, cette perception de la valeur, qui est quand même quelque chose qui est très ancré et qui est très difficile, surtout quand tu deviens entrepreneur. Parce que quand tu deviens entrepreneur, tu dois donner un prix. Parce que déjà, la plupart des personnes qui sont plutôt salariées, on sait, quand moi je l'ai été, du coup tu l'as été en tant que prof, mais toi par contre en tant que prof, t'as pas trop dû négocier. Non, c'est comme ça. Quoi. Non, c'est comme ça. Toi, t'es dans la fonction publique, c'est je veux une augmentation. Oui, dans 10 ans. Et pourquoi? C'est l'État. C'est comme ça, non, tout à fait. Mais du coup, dans le CDI, tu vois, il y a vraiment ce côté, il faut que j'aille négocier mon salaire et on sait à quel point c'est difficile pour la plupart d'entre nous. Hein, et moi, le premier, c'était le cas, en tout cas, comme ça. Donc, vraiment, cette perception de la valeur, je trouve que c'est intéressant de l'avoir adressée sur un tarif. Donc, c'est externe à toi, mais tu te l'appliques à toi. Bien sûr. Et ça, du coup, il n'y a pas des concepts de philosophie autour de ça? Autour de l'argent, du coup de la valeur et tout. Autour de l'argent et de la valeur, parce que du coup, je pense que c'est quand même deux notions qui sont... En fait, en philo, il n'y a pas beaucoup de réflexion autour de l'argent, mais il y a quand même le côté argent égale matérialisme, égale vouloir l'être et l'avoir, du coup. Et dans la notion d'argent, il y a la notion d'avoir, du coup, de posséder, et c'est pas bien vu, on va dire, par la philo. Au sens où si t'as trop d'avoir, t'es pas un vrai philosophe. Et est-ce que c'est la philo qui fait ça ou est-ce que c'est la religion qui fait ça? C'est un peu des deux. Tu vois, si on prend la philosophie antique, avant du coup le christianisme, je parle de christianisme parce que je connais rien en religion, c'est celle que je connais le mieux. T'avais les grands ennemis qui étaient les philosophes avec Platon, l'Académie, qui à mon avis étaient payants, hein. Et les sophistes, du coup, qui étaient des gens qui, pour gagner leur vie, enseignaient la persuasion. C'est les premiers copywriters. Et qui faisaient payer, du coup. Comme quoi, ça date, hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. On n'a rien réinventé. T'as une promesse marketing, c'est ta philo. T'as des écoles qui sont tes accompagnements. Et t'as des sophistes qui se font payer pour aider les gens, notamment à se défendre face à la loi. T'avais des philosophes qui disaient, si t'as de l'argent, c'est bien, si t'en as pas, on s'en fout, etc. Mais ceux qui ont gagné, on va dire, la guerre des idées, c'est ceux qui prônaient l'ascétisme, c'est-à-dire vraiment se contenter de très peu. Il en faut peu pour être heureux, disait Balou. Ce qui était grand philosophe épicurien. Et après arrive du coup la religion, notamment judéo-chrétienne, du coup, avec tu vois, si tu prends Jésus,
Il n'est pas Dubaï, Lamborghini et compagnie. C'était Pas trop, même s'il y a eu pas mal de scènes qui ont été utilisées après avec lui, mais je crois qu'initialement... Non, il prônait quand même plutôt l'ascétisme, se contenter de peu, le Dieu. Il vivait selon moi, du coup, selon mes principes. Alors après, il y a une philosophie de Jésus. Il ne faut pas confondre Jésus et la sagesse, on va dire, qu'il délivre dans le Nouveau Testament, et ce qu'on en fait les religieux, du coup. Après, bon, faudrait lire la Bible en entier pour vraiment savoir tout ça. Oui, tout à fait. Mais on n'a pas vraiment le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais faire de très gros raccourcis. Mais c'était que, en gros, être pauvre, c'était cool. Parce que du coup, tu vivais selon Jésus. Très gros raccourci. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te faisais la remarque. Parce que du coup, moi, c'est vraiment ce que je perçois aussi. C'est société à quand même très grande tendance judéo-chrétienne. Et donc, être dans le don de soi et donc faire payer finalement ça apparaît comme étant pas bien et en même temps à chaque fois qu'on fait on n'est pas content parce que des fois on reçoit pas assez par rapport à ce qu'on voudrait. Donc en fait il y a une sorte de dilemme et de cercle vicieux dans lequel on tourne de manière régulière. Mais toujours très judéo-chrétien parce que tu vas chez le protestantisme qui est notamment dans les pays anglo-saxons où tout le marketing et le copywriting vient de là. Si tu es riche et que tu réussis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Du coup il n'y a aucun problème. Bah du coup, il n'y a plus de problème. Non. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose. Ouais, mais vous avez plein de thunes. Bah, c'est que Dieu l'a voulu. Comme quoi, le recadrage, c'est extrêmement puissant. Hein. Non, mais c'est vrai. Si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez lire L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, où il explique très bien ça, du coup. C'est la même religion, au sens, c'est le Jésus, Dieu et compagnie. Enfin, on remarque, non, Jésus, Dieu, tout court. Et qui, pourtant, ont une version complètement différente de relation à l'argent. Ouais. Et toi, du coup, ta relation à l'argent, est-ce que toi, tu avais, au-delà de la notion de valeur et de prix, est-ce que c'était un sujet qui était important pour toi, sur lequel tu étais peut-être pas à l'aise Parce que du coup, quand on parle de philo, on parle de philo et vraiment dans la tête. Là, on commence à être dans un peu le matérialisme, la vie. Non, la relation à l'argent que j'avais, elle n'était pas saine, parce qu'on a la religion aussi de toute son histoire socio-culturelle, mais aussi de ses parents, etc. Et mes parents avaient vraiment une relation à l'argent que 90% je pense des Français ont, c'est tout le monde en veut, mais en même temps si on en a trop c'est pas bien. Ouais. En tout cas faut pas le dire. Voilà, faut pas le dire. Si t'hérites ou je sais pas si d'un coup tu gagnes au loto, bah faut surtout pas le dire. Si tu veux racheter une belle voiture, mais qu'est-ce qu'on va dire, machin, etc. Et il y avait aussi ce côté, oui mais si j'ai trop d'argent, je vais vendre des trucs. Si je vends des choses, c'est méchant la vente. La vente c'est pas bien. Ouais. Si j'ai trop d'argent, comment vont me percevoir les gens ? Est-ce que ma famille va m'aimer ? Est-ce que moi je vais continuer à l'aimer ? Bizarre, mais j'en étais quand même arrivé là. Oui. Enfin, pas au sens je vais plus les aimer, mais en fait, ça change la relation. Bah ouais, avec les gens c'est plus le côté déconnecté du coup. Oui, d'accord. Tu vois, plus même avec ma compagne qui à l'époque était salariée avant d'avoir sa boîte maintenant, c'était bah ouais, mais si j'ai trop d'argent, c'est que j'aurai un autre mindset, c'est que j'aurai est-ce qu'elle va encore m'aimer ? Est-ce qu'elle va pas dire que je suis trop bling bling ? Est-ce que on va encore pouvoir Ça se voit, hein, t'es tellement bling bling en plus. Ouais, c'est clair. Les gens ne voient pas mon look, mais j'ai ma gourmette en or. Non, alors que finalement, non, vraiment, j'ai beaucoup plus d'argent qu'avant. Et pourtant, j'ai toujours les mêmes vêtements. Oui, non, mais je trouve que c'est aussi ce qui fait la couleur de tout l'écosystème dans lequel tu navigues. Ouais. Mais c'est intéressant de voir tout ce qui a pu transiter dans ta tête. Ah ouais, c'est clair. Et la réalité que tu en fais aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que finalement, si on en revient au changement, c'est que la relation à l'argent, j'avais peur de ne plus être le même. C'était soit je vais changer, du coup les gens qui m'aiment ne m'aimeront plus, soit je vais changer, et du coup les gens que j'aime, j'arriverai plus à les apprécier parce qu'il y aura trop de différences. Tu vois, un peu comme quand tu recroises des vieux potes qui, je sais pas, quand j'étais étudiant, j'aimais bien les soirées du jeudi soir, et où on finissait à je sais pas quelle heure avec je sais pas combien de grammes d'alcool dansant. Ouais. Je ne fais plus ça, mais j'ai des potes qui, je pense, le font encore. Et je pense qu'on est trop différents pour non pas s'apprécier, mais se voir de la même manière dont on se voyait. Oui, c'est ça, le plaisir est différent, vu que finalement le contexte est aussi différent, les envies sont différentes. Donc ouais, je te rejoins sur ça. Alors que, spoiler, les gens qui m'aimaient et que j'aime m'aiment toujours, et je les aime toujours. Ma compagne, on s'aime toujours comme au premier jour. Et c'est pour ça que je disais que tu étais un poète, parce que tu fais même des rimes, donc tout... Oui. C'est pas voulu. Donc c'est intéressant de voir aussi toutes les idées qu'on se fait, toutes les histoires qu'on se raconte. Et c'est marrant parce que quand tu parlais, j'ai un dessin animé qui m'est venu à l'esprit, c'est Aladdin.
Et je trouve que c'est très marqué, quoi. Le moment où on touche à l'argent, c'est là où il y a tout qui s'effondre. Ouais. Et on se fait engloutir par la bête. Alors, il n'y a aucun lien directement avec ça, mais je trouve que, tu vois, effectivement, on a cette vision de l'argent comme étant pas bien, alors que le monde aujourd'hui est quand même beaucoup fait comme ça. Complètement. Donc, je trouve que c'est important, en tout cas, de marquer. Merci pour ton partage. Je t'en prie. Parce que c'est vrai que on se fait beaucoup d'idées, alors qu'en fait, la réalité, lorsque les gens qui t'entourent, finalement, sont de bonne composition et ont cette capacité à voir que ça change, parce que ça change chez toi, mais ça n'a pas forcément changé chez eux. C'est clair. Mais peut-être que, du coup, parce que ça a changé chez toi, ça a pu changer chez eux. Est-ce que toi, tu as vu cet impact de ce côté-là ou je l'ai vu avec ma compagne. Quand on s'est connus, elle était salariée et finalement, elle s'est reconvertie pour ouvrir elle a suivi sa ton société. Programme. Indirectement, oui. Mais donc oui, elle a changé énormément, du coup. Ce qui, du coup, avait peur qu'on s'éloigne, nous rapproche encore plus. Comme quoi. Ouais. C'est marrant, je sais plus qui c'est qui me partageait ça il y a quelques jours. C'est une dirigeante qui me disait ça. Elle me disait, voilà, j'ai une entreprise qui se veut être une entreprise libérée. Tu as peut-être entendu parler de ce genre de truc-là. Entreprise libérée. Libérée de quoi? Libérée fiscalement. Souvent... Non, c'est que tu donnes plus la main aux employés, tu donnes plus de flexibilité, plus de liberté. Donc c'est vraiment ce côté libéré de, tu sais, tu dis aux gens... Ils font pas 9h, 17h, ils s'autonomisent du coup. Ouais, t'as plus de flexibilité, plus de responsabilité en fait derrière. Ouais. Et elle se posait la question de est-ce que c'est OK que par exemple je décide de partir de Paris et de retourner dans une ville de province. Je crois que c'est Bordeaux d'ailleurs. Ok. Et c'est intéressant parce qu'on a eu cette conversation-là, qui est dans un autre épisode de podcast d'ailleurs. Et la question qui se posait, c'était est-ce que si je fais ça, c'est un bon modèle ou pas pour mes employés? Parce que du coup, si je m'en vais, est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ça, quoi? Ah ouais. Et c'est intéressant parce que maintenant, elle l'a fait. Et exactement comme ce que tu viens de dire avant, où la crainte que le fait de faire cette action, qui est de finalement penser à soi, risque de créer un écart et de distancier finalement ses idées, ses employés d'elle, c'est ce qui a créé une cohérence d'ensemble. De dire, en fait, moi, je m'autorise à faire ça, donc vous, ça vous autorise à faire ça, et donc ça renforce la cohérence d'ensemble de la culture qu'ils cherchent à mettre en œuvre. Complètement. Et donc, je trouve ça intéressant de voir parfois que nos croyances nous font des mauvais tours, parce que du coup, on a l'impression qu'on va se tirer une balle dans le pied, alors qu'en fait, c'est peut-être le chemin qu'on voulait emprunter. Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui, où c'est probablement les choses qui nous font peur et qu'on ne veut pas faire, qui sont les plus grands axes de progression et de développement. Complètement, c'est ça. Du coup, avant de terminer, j'avais une question pour toi sur... tu es rentré, donc finalement par opportunité, dans le groupe Coleman Publishing, c'est ça? Je ne sais même pas si c'est un groupe ou... Si, c'est un groupe. Mais du coup, tout ton parcours, tu as surtout parlé d'expériences où tu étais seul. C'est vrai. Et du coup, là, on te propose de rentrer dans une équipe. Et donc, comment toi, tu gères ça? Toi, tu es bien, en fait, en équipe? Est-ce que tu as dû faire avec? Comment tu vis ça? Au début de ma carrière entrepreneuriale, j'avais un peu le mythe un peu du solopreneur, du coup, un peu qui revient un peu avec le philosophe artiste, le vieux sage, etc. L'ermite, du coup, qui œuvre seul. Et finalement, je me suis toujours dit un peu, et pourquoi pas, du coup. Et j'ai un peu le meilleur des deux mondes, dans la mesure où je fais partie d'une équipe de gens tous plus géniaux les uns que les autres. Mais comme on est une entreprise asynchrone, j'ai en même temps ma solitude dont j'ai besoin de par ma personnalité, où j'ai cette liberté de faire, en gros, faire mes heures, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de nombre d'heures ou quoi que ce soit, mais d'œuvrer pour aider les clients, du coup. Et en plus, on peut échanger, se voir comme on se voit ce week-end. Donc, si ça avait été dans une entreprise, on va dire, classique, où tu vas au matin, tu repars le soir, etc., je suis pas sûr que j'apprécierais autant. Et je pense que c'est un peu propre à l'humain. C'était Schopenhauer qui disait ça, que les êtres humains sont comme des porcs-épics. C'est-à-dire que l'hiver, ils ont froid, ils se rapprochent. Donc, ils ont besoin de se rapprocher pour avoir un petit peu de chaleur, mais s'ils se rapprochent trop, ils se piquent. Et du coup, ils doivent se dérapprocher, s'éloigner les uns des autres. Et du coup, ils se retrouvent seuls. Et du coup, ils doivent de nouveau se rapprocher, etc. Et il faut trouver cette juste distance que Schopenhauer appelle la politesse. Et chez Coleman, c'est marrant ça. Et chez Coleman Publishing, on a cette juste distance où on est tous, je pense, à peu près introvertis. Même si on apprécie beaucoup se voir, mais tu vois, on se voit 2 fois par an, 2-3 fois par an. Et on adore ça. Et après, on est très content, finalement, de retourner dans nos pénates.
J'ai l'impression que vous êtes dans des roulottes isolées au milieu d'un bois. Où on va couper du bois pour l'hiver, sinon on va mourir du coup. Donc non, c'est génial de faire partie de ce groupe-là, parce que tu grandis beaucoup plus surtout. Parce que Kant appelait ça aussi l'insociable sociabilité, c'est que on a beau avoir parfois être saoulé des humains, c'est ce qui fait qu'on grandit. Si le monde dans lequel nous sommes, avec les horreurs et les merveilles qui émanent de nos esprits humains, a été rendu possible parce que il y a eu la civilisation. Si on était chaque humain isolé dans son coin, des monades, dont parlait Leibniz, je dérive, du coup, j'ai ma casquette de prof de philo qui revient. C'est tellement facile de te lancer. Beaucoup trop. Et encore, j'ai pas bu. Mais du coup, ouais, non, on peut pas avancer aussi bien seul que bien entouré. Du coup. Et c'est vrai qu'il y a certaines expériences, finalement, qu'on ne peut vivre qu'en étant avec d'autres gens. Ouais. Et c'est vrai que là, en tout cas de ce que tu me décris, moi, effectivement, j'ai ma propre idée et je te rejoins. C'est qu'effectivement, l'entourage que tu as est à une juste distance. Ça se voit, en tout cas, quand justement on vous regarde entre vous. C'est qu'il y a à la fois une certaine proximité, au sens où vous savez ce en quoi chacun d'entre vous contribuez dans l'entreprise, et en même temps, cette juste distance, parce que chacun a besoin de son espace à lui et à elle, quoi. Mais je pense que c'est justement parce que vous êtes suffisamment distant que quand vous vous voyez, vous êtes suffisamment content de vous voir. Bah c'est vrai, à l'inverse de certaines familles qui, des fois, sont trop présentes. Mais oui, en fait, quand on se réunit, à un moment, on n'a aucun mal à dire, bon, bah, je vous laisse, je vais m'isoler parce qu'il faut que je me ressource. Il n'y a pas de jugement genre, ah, tu pars déjà? Non, c'est tout. C'est comme ça. Mais je pense que c'est justement cette intelligence que vous avez, que Jérémy a eu au début, vu qu'il était au départ et qui a instauré finalement sa culture d'entreprise, si je puis dire. Et c'est ce qui est beau à voir, c'est que ça veut dire que ça peut se faire, ça peut exister autrement, et ça peut aller en dehors des standards des boîtes institutionnelles. Donc, complètement. Si certains ont réussi, pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas d'autres? En fait, je t'avais dit que c'était la dernière, mais c'est pas la dernière, parce que j'en ai une autre qui arrive, mais ça sera la dernière. Et du coup, à partir de là, donc là où on est aujourd'hui, comment est-ce que tu te vois œuvrer dans la philosophie, si je puis dire, encore? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te passionne et que tu veux peut-être faire quelque chose avec? Voilà, comment tu te vois un peu dans le futur? Ouais, je me vois faire la même chose finalement, mais avec peut-être plus d'ampleur, plus d'impact. Parce que finalement, je continue de penser que je vis de la philo. C'est juste que j'ai pris l'emballage de la reconversion pro et du marketing et de la vente, parce que c'est dès l'instant où tu as cette autonomie financière, tu peux créer ta vie en fonction de ta propre philosophie, du coup. Et que dès l'instant où tu peux repenser un peu le monde du travail, œuvrer, on va dire, dans un monde où pour moi, chaque personne qui aime quelque chose suffisamment devrait pouvoir en vivre. Du coup. Je trouve ça triste, finalement, que des personnes ont une vie par défaut. Et c'est triste et je ne leur en veux pas, ce serait bizarre d'ailleurs. Mais c'est juste que ne pas s'autoriser à penser que ça pourrait être autrement, ça, c'est des choses qui me rendent triste, du coup. Quand je vois des salariés ou même des entrepreneurs qui galèrent, du coup, qui disent non, mais de toute façon, c'est comme ça. Ils vivent dans la dictature du presque, où ils ont presque la vie qu'ils ont envie d'avoir, presque dans la relation de leurs rêves, presque l'activité de leurs rêves, etc. Et l'entre-deux n'est jamais bon. D'ailleurs, dans la religion, on appelle ça le purgatoire. T'es pas au paradis, t'es pas en enfer non plus. Et c'est très bien fait, notamment dans la série The Good Place, où il y a l'enfer où vraiment les gens sont damnés, etc. Il y a The Good Place où les gens c'est trop bien et tout. Je vais pas spoiler du coup. Mais il y a l'entre-deux, le purgatoire, où ils disent vous avez votre bière préférée? Ah génial, mais elle est tiède. Vous avez votre groupe préféré? Ah trop bien, mais c'est toujours la même chanson. T'as vraiment cet entre-deux qui est affreux. Et on est bien dans le presque du coup. Ouais. On est bien dans le presque. Et je trouve qu'il vaut mieux parfois être dans une grosse merde d'un coup pour vraiment se rendre compte qu'il faut changer, que être dans ce presque où tu es tiraillé par l'appétence vers une vie qui pourrait être autrement et la certitude, du coup, parmédidienne, j'ai envie de dire, au sens où c'est de la permanence, où tu sais que c'est la merde, mais tu as tellement peur de l'inconnu que tu changes pas. Ouais. L'être humain, il préférera toujours une souffrance connue à un bonheur potentiel. C'est triste, mais on fonctionne comme ça. Parce que notre cerveau dit, c'est connu, pas de danger. Ouais, mais je suis pas heureux. Oui, mais on s'en fout. Pas de danger. Pas de danger. Tu ne vas pas mourir, normalement. Normalement. En tout cas, merci sur ces doux mots. Je t'en prie. On va s'arrêter dans cette partie-là. Oui, on va faire les cartes. Ah, ok.
T'inquiète pas, on va les faire. Hein. Ouais, c'est pour que tu n'oublies pas. Ah non, ça, t'inquiète pas, j'oublie pas. C'est marrant d'ailleurs, c'était la première personne à me dire et les cartes alors. Ah, moi je veux tout. Mais justement, quand tu parlais de dictature, c'est juste ça avant, et on passera aux cartes, c'est promis. Quand tu parles de dictature du presque, du coup on peut te l'attribuer à toi en tant que philosophe? Bah écoute, peut-être, j'ai jamais vu ça nulle part, donc voilà. Voilà, maintenant on pourra penser au philosophe Simon Delannoy qui nous disait, avec cette grande théorie de la dictature du presque, que c'est bien de pouvoir te citer comme ça. Mon ego est très content. Tu ne seras pas au milieu d'une fac avec des personnes en délire pour boire tes paroles, mais au moins, tu auras une citation. C'est quand même stylé. Oui, c'est quand même stylé, ouais. Merci beaucoup. Et effectivement, on va passer aux cartes. Donc, comme tu le sais, parce que je l'ai fait devant toi tout à l'heure, rituel, tu as un set de cartes qui est devant toi. Donc, au début, je voulais faire 3 paquets, et puis en fait, j'ai pas pu faire 3 paquets, alors du coup, j'en ai fait qu'un seul. Ok. Ce que je te propose, c'est dans ce set de cartes. Donc, tu vois, je suis très mauvais pour faire l'éventail des cartes là, mais de choisir une carte. Celle-ci. Hop, de la lire, et puis d'y répondre. Alors, parle-moi de quelque chose qui te met en colère. C'est un petit peu du coup ce que je vais un peu faire une redite du coup. Est-ce qu'il y a autre chose? Si, il y a d'autres choses qui me mettent en colère, c'est la paresse intellectuelle. C'est un peu la mauvaise foi. Par exemple, on peut expliquer des grandes théories. Je vais essayer de trouver un exemple un peu cliché. Tu rencontres une personne, tu es en soirée, t'as une personne qui te lance plein de pics comme ça, complètement injustifié. Ah ouais, d'accord. C'est une fiction, hein. Oui, ok. Et qui dit ah ouais, mais c'est parce que moi je suis Sagittaire. Donc généralement je suis un connard. Okay. Si tu vas vers cette personne et que tu essayes d'argumenter en disant pourquoi, quel est le lien que tu fais entre ton signe astrologique et ce comportement désagréable que tu justifies, et ben pour moi, quelqu'un qui va dire non mais c'est parce que je suis Sagittaire, c'est comme ça, c'est la lune en 3e cycle, donc non, j'y peux rien. Là, ça va me mettre en colère parce que pour moi, c'est vraiment de la paresse intellectuelle de justifier son comportement par autre chose que son choix. Mais je trouve que ça, c'est terrible parce que le développement personnel, je trouve sous un certain angle, a amené à des comportements de ce genre-là parce que les gens ont compris des choses et parce qu'ils ont compris, ça les aide à justifier d'autres choses. Alors qu'en fait, comprendre n'est pas justifier, mais comprendre, c'est justement de se dire que s'il y a un problème, c'est à moi de faire le premier pas pour changer. Mais je te rejoins tout à fait sur ça. Donc paresse intellectuelle, ou en tout cas, faut pas qu'on t'embête en soirée en te disant n'importe quoi. C'est... Alors, toujours, tout ce que je ne sais pas grand-chose, finalement, par rapport à l'immensité du savoir, mais j'aime pas les gens qui veulent pas comprendre des choses pas bien. Genre tout ce qui est dérèglement climatique, en disant « Ah, mais c'est pas parce que je roule en voiture, comme ça, machin. » En fait, si, c'est juste fais l'effort de comprendre. Oui, c'est au moins essayer de comprendre ce qui fait que on a des impacts sur notre environnement, sur les personnes d'ailleurs qui nous entourent. Et si tu ne sais pas, dis juste ce que tu ne sais pas. Pour moi, c'est peut-être mieux. C'est mieux. Oui. Quand c'est un acte de courage, t'es pas obligé d'avoir une opinion, surtout. Et tu n'es surtout pas obligé d'avoir une opinion. Oui, déjà. Super. On va continuer, parce qu'il y en a plein des cartes. Okay. Et ce que je vais te proposer de faire, là, ce coup-ci, c'est que tu vas en choisir 2. Okay. Tu vas nous lire les 2. Okay. Et tu choisis celle à laquelle tu veux répondre. Et si vraiment tu sens que tu es dans un coup de zèle, tu peux même répondre 2. Ok. Alors, première carte. Quel est le métier le plus farfelu que tu aies déjà voulu faire ? Je sais pas. Je pense que mon métier que je fais là est un peu farfelu. Mais du coup, t'as pas eu d'autres métiers en fait. T'as vu Léonard de Vinci, tu te dis c'est lui que je veux être. Bah oui, c'était ça mon métier. Du coup. C'était quel métier farfelu ? Être Léonard de Vinci. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu as été drivé assez vite par quelque chose qui t'a touché, et ensuite t'as choisi ce chemin-là, quoi. Oui, en fait, j'ai toujours été drivé par ma curiosité. J'ai toujours eu des bribes de métiers, genre tiens, je me ferais bien prof à la fac ou des trucs comme ça. Mais j'ai jamais voulu être policier, banquier ou quoi que ce soit. Et en fait, ce que je savais, c'était le mode de vie que je voulais avoir. D'accord. Donc pas un truc trop dangereux, de ce que j'entends. Non, pas trop. Non, je veux pas être dans l'espace ou être en pleine mer ou quoi que ce soit. Très bien, au moins comme ça en répond une vite, et puis on a la deuxième. Tu as 102 ans, comment le savez-vous ? C'est le début de barbe. Ouais. Tu regardes ton passé, tu te dis que tu es vraiment fier d'avoir réalisé. Ah non. Et tu te dis que... c'est pas une question, du coup. C'est juste gentil. Ou alors je lis mal. Hein. Tu regardes ton passé
et tu te dis que tu es vraiment fier d'avoir réalisé... Ah, 3 petits points, pardon. Oui. Ouf. Donc, Il est tard, hein. Ouais. Que je suis fier d'avoir réalisé... Donc t'as 102 ans. Ouais, j'ai 102 ans. Je suis fier d'avoir réalisé le fait d'avoir toujours orienté mes choix en fonction du mode de vie que je voulais avoir et de la personne que j'ai envie d'être. Alors, comme tout le monde, j'ai mes défauts, j'ai pas toujours les mots qu'il faut, disait Natacha Saint-Pierre. Mais j'essaye de plus en plus, et ça, je me fais coacher continuellement pour justement rester dans cette vision, dans cette cohérence. Et voilà, ma plus grande fierté serait d'avoir transcender les choses qui me font peur mais que je devrais faire, parce que c'est elles qui m'empêchent d'être la personne que je dois devenir. Donc si j'arrive à me dire je suis devenu la personne que j'avais besoin de devenir à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'en serais très fier. En tout cas, on se reverra quand tu auras 102 ans. Oui. En tout cas, si tu les as et que moi je les ai encore, on pourra déjà être fier de ça. Ça c'est clair. Oui, aussi. Et en bonne santé, en toute autonomie. Exactement. Ouais. On va se faire un petit dernier tour. Ok. Tu sais, moi j'aime bien monter à chaque fois donc j'en prends les 3. choses. Donc tu vas en prendre 3. Okay. Sauf que oui. Tu vas les prendre et tu vas pas les regarder. Ok. Tu vas me les donner et c'est moi qui vais choisir la question. Ok, ça marche. Tu les choisis sans douter. Ok. Tu les as choisis sans douter. Ouais. Ah oui, ouais. Oh, j'aurais remis une pièce. Alors, je vais te lire les 3. Qu'aimerais-tu oser faire dans la vie ? Ok. C'est comme si je remettais une pièce sur ce que tu venais de dire. Ouais. La deuxième, c'est qu'as-tu appris de plus utile venant de tes parents ? Ok. Et la troisième, c'est quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi ? Ok, ça marche. Pour éviter de remettre une pièce dans ce que tu disais avant, je vais te demander ce que tu as appris de plus utile de tes parents. Ouais, ok. De par ma mère, ce que j'ai appris de plus utile, ce serait de réussir à se mettre à la place des autres, de faire preuve d'empathie finalement, et d'orienter son discours en fonction du canal de la personne, ce qui en soi c'est de la PCM, pour ceux qui connaissent. Process communication du coup. Donc ça c'était très utile par ma mère, et par mon père la persévérance, parce que mon père n'a jamais rien lâché, quoi. Et ça, je trouve ça assez fort. Il a 72 ans maintenant et il ne se considère pas comme retraité parce qu'il donne toujours des cours de yoga. Et du coup, finalement, il a, quand en fin de carrière, donc arrivé, on était en 2008, donc la crise des subprimes. Donc il a connu pas mal de périodes de chômage et jamais il s'est foutu dans le canapé en mode à quoi bon. Ça a toujours été pour rebondir et toujours rebondir parce que c'était important pour lui, parce qu'il savait que c'était important pour sa famille. Et ça, ouais, cette persévérance, ne rien lâcher et se dire aussi toujours et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Super. Merci beaucoup en tout cas pour tes partages. Merci de m'avoir invité. Ta sincérité et tout ce qui vient avec. Je t'en prie. Avant qu'on termine véritablement cet épisode, si des personnes veulent continuer à discuter avec toi ou t'envoyer des messages, comment est-ce qu'ils font ? Sur LinkedIn ou Instagram, je cherche Simon Delannoy. Et normalement, il faut tomber directement sur moi. Normalement, en tout cas. Ouais. Sinon, vous cherchez l'école de la voix, VOIE, vous allez tomber sur mon site. Du coup, ce qui va vous ramener vers mon Instagram, mon LinkedIn. Super. Merci encore. Mais merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.